Après avoir vu la proximité entre la psychanalyse et la philosophie, c'est-à-dire entre la relation thérapeutique proposée par Freud et la relation socratique, après avoir vu les différences, les nettes différences entre l'approche psychanalytique et l'approche philosophique, je pense qu'il faut en venir à un troisième temps, qui est un temps un peu plus critique. La philosophie n'a pas été tendre avec la psychanalyse. Alors sans doute pour la dernière différence que je pointais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la question du je pense qui doit pouvoir accompagner toutes mes représentations, comme le disait Kant, et dont finalement la psychanalyse vient nous déposséder. Mais quand même, il faut noter que la philosophie a été assez critique et parfois assez dure avec la psychanalyse. Donc je vous propose de voir trois modalités critiques, deux qui ont succédé à l'œuvre de Freud, à savoir la critique que Karl Popper lui adressera, ensuite la critique que René Girard fera de la psychanalyse, et enfin, ultimement, mais dans le paradis ou dans le ciel des idées, qui n'est pas toujours un paradis d'ailleurs, eh bien, le temps ne compte pas. Donc nous verrons aussi ce que Nietzsche, qui écrit avant Freud, lui a peut-être répondu par avance. Voilà, on trouve chez Nietzsche une version de l'inconscient qui est évidemment très critique à l'égard de celle que Freud proposera, même si évidemment Nietzsche n'a jamais critiqué Freud, mais néanmoins le philosophe qui lui sort un peu de l'historialité, sort un peu de l'histoire et confronte les idées, eh bien le philosophe peut rencontrer chez Nietzsche une critique, et peut-être la plus puissante qui puisse s'exercer contre la pensée de Freud. Voilà donc trois temps dans ce temps critique. Karl Popper est un épistémologue, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit la façon dont la science se constitue et qui réfléchit donc aux critères de la scientificité, c'est-à-dire aux critères qu'une discipline doit finalement pouvoir arborer, doit pouvoir montrer pour pouvoir prétendre être une science. Parmi ces ouvrages, évidemment, que ce soit dans la logique de la découverte scientifique et bien plus tard dans Conjecture et réfutation, Popper développe une idée assez simple, il est connu pour ça, il va développer l'idée de la falsifiabilité. Alors voilà un mot compliqué, la falsifiabilité, c'est-à-dire la capacité de rendre faux. En d'autres termes, pour Popper, pour des raisons qu'on verra peut-être à l'occasion, mais en tous les cas, pour des raisons assez simples, eh bien, une science doit pouvoir être réfutée, en d'autres termes, c'est-à-dire elle doit pouvoir être rendue fausse. Le statut de l'expérience scientifique est évidemment de vérifier une hypothèse, mais surtout de la contrarier, et surtout de manifester qu'une hypothèse est fausse. Et c'est quand évidemment une hypothèse est rendue fausse par l'expérience que la science progresse, puisque nous sortons d'une fausse piste, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est que pour pouvoir être une science, une discipline doit accepter cette confrontation avec l'expérience et doit accepter cette possibilité de voir sa fausseté se manifester, de voir la fausseté de l'une de ses hypothèses, en tous les cas, se manifester. Or, c'est bien là qu'il va y avoir problème avec la psychanalyse, parce que l'inconscient, évidemment, est présenté par Freud en plusieurs endroits, notamment dans la métapsychologie, est présenté comme une hypothèse qui permet de rendre compte de ce qui se passe dans notre esprit, notamment à travers le rêve ou à travers les actes manqués. Et puis on pourrait aussi évidemment convoquer d'autres textes de Freud qui essayent de rendre manifeste que l'hypothèse de l'inconscient est évidemment la plus vraisemblable et la plus pertinente pour expliquer la vie même de notre esprit, pour expliquer l'apparition d'un certain nombre de symptômes et de maladies mentales. Sauf que, évidemment, si c'est une hypothèse scientifique, elle devrait pouvoir être testée dans le cadre d'une expérimentation, évidemment. Et si ce n'est pas le cas, alors on peut s'interroger grandement sur la scientificité de la psychanalyse. Eh bien, c'est évidemment cela que
que va essayer de réfléchir Popper, parce que Popper se rend compte qu'en réalité, on ne peut pas critiquer l'hypothèse de l'inconscient, on ne peut pas prendre position contre la psychanalyse, on ne peut pas s'évertuer de manifester que la psychanalyse a un problème et pose un problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'immédiatement on est réinterprété dans le cadre de la théorie psychanalytique. À savoir que toute personne qui émet une critique envers l'inconscient freudien, c'est-à-dire envers la question de cet inconscient libidinal qui pulsionne, etc., eh bien, toute critique de l'inconscient est immédiatement réinterprétée dans le cadre de la théorie qui est critiquée, et on vous soupçonne immédiatement soit d'avoir quelque chose à cacher, soit d'être vous-même sous la domination d'un inconscient, c'est-à-dire de vouloir absolument continuer à refouler, donc de souffrir d'une névrose quelconque. Voilà. Donc il faut être névrosé pour critiquer l'inconscient et non pas être en recherche de la vérité, en d'autres termes. Voilà, ça c'est un problème majeur. Donc, en d'autres termes, pour Popper, et je crois que la critique est assez sérieuse, on ne peut pas accepter dans le domaine des sciences une discipline qui n'accepte pas la contradiction, une discipline qui n'accepte pas d'être contredite, une discipline dont on ne peut pas discuter finalement les hypothèses, les fondements et les principes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une science, ça. Alors si ce n'est pas une science, c'est quoi? Eh bien, précisément, c'est une idéologie, nous dit Popper. À savoir que le travail philosophique de Popper va consister grandement et tout au long de sa vie à essayer de tracer une ligne de démarcation assez stricte, et le mot est de lui, une ligne de démarcation entre les sciences et les non-sciences. Et évidemment, cette démarcation s'opère sur quelque chose qui est assez simple, c'est que les disciplines qui n'acceptent pas d'être contredites eh bien, sont exclues de la science et repoussées dans le territoire des non-sciences. Alors ces non-sciences, évidemment, ne sont pas des disciplines complètement absurdes pour autant. Popper n'est pas Wittgenstein, il n'invite pas à se taire ou au silence toutes les disciplines qui ne sont pas des scientifiques, comme le Wittgenstein du Tractatus Logico-Philosophicus, qui était un peu radical somme toute, il en a lui-même convenu d'ailleurs, mais en tous les cas, elles ne peuvent pas prétendre au statut de science. Alors elles sont peut-être comme les religions, elles sont des disciplines poétiques, elles sont des disciplines plus ou moins littéraires, elles sont des disciplines qui font sens, voilà, ça indéniablement, cela fait sens. Voilà, la psychanalyse, ça fait sens. C'est-à-dire que c'est pas absurde, on comprend ce qui s'y dit, ça peut éventuellement même donner lieu à des thérapies, peut-être plus ou moins d'ailleurs sous la catégorie de l'illusion, parce qu'on ne sait pas très bien comment du coup les guérisons ou les soulagements à défaut de guérison peuvent s'opérer, mais en tous les cas ça fait sens, mais ça ne peut pas prétendre au statut de vérité, ça ne s'inscrit pas dans une démarche critique, c'est-à-dire dans une démarche critique expérimentale qui doit pouvoir accepter le verdict de l'expérience et éventuellement de découvrir qu'une hypothèse est fausse. Alors évidemment, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on pouvait montrer la fausseté de l'hypothèse de l'inconscient, bien évidemment, on pourrait alors non pas nier absolument les expériences de Charcot. Il n'est pas du tout pensable que les expériences de double mémoire que Charcot met à jour à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière puissent être contestées. Ça, d'une certaine façon, ce sont des faits. Mais en tous les cas, l'hypothèse de l'inconscient qui est censée expliquer ces faits, eh bien, doit pouvoir être critiquée. En d'autres termes, on doit peut-être pouvoir penser l'inconscient autrement. C'est peut-être ce que nous ferons d'ailleurs à la fin de cette vidéo avec la pensée de Nietzsche. Mais en tous les cas, voilà, on ne peut pas accepter dans le domaine des sciences, qui est un domaine assez fermé finalement, une discipline qui ne peut pas être contestée, une discipline qu'on ne peut pas critiquer, une discipline dont la critique est immédiatement réinterprétée dans le cadre de la discipline en question, à savoir que si je critique l'inconscient et qu'immédiatement on m'invite à entreprendre une psychanalyse parce qu'en moi il y aurait quelque chose qui ne va pas, eh bien il y a là clairement posé l'impossibilité de la critique, et c'est exactement cela que Popper n'acceptera pas et combattra toute sa vie. René Girard n'est pas un épistémologue,
René Girard se définit lui-même comme un paléographe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paléographe? Eh bien, c'est quelqu'un qui étudie les textes anciens, les plus anciens textes fondateurs d'une culture, par exemple. Voilà. Et René Girard se plaît évidemment à les explorer. Alors, dans cette exploration, eh bien, évidemment, il va découvrir un certain nombre de problèmes, et notamment c'est celui qui passe et qui est connu pour avoir mis à jour les phénomènes de bouc émissaire, mis à jour la question de l'imitation qui est une dimension constitutive de l'humanité. Alors voilà, alors nous rejoignons d'une certaine façon une opposition sur la question de l'origine du désir. Voilà, René Girard n'est pas du tout partisan comme Freud de l'idée d'un désir qui serait inscrit et dépendant du ça, c'est-à-dire qui serait inscrit dans les profondeurs de notre corps, dans cette dimension de notre corps qui pulsionne et qui aspire à la reproduction sexuelle. Pour René Girard, le désir est plutôt triangulaire, voilà, c'est-à-dire qu'il dépend des autres, il n'est pas inscrit au plus profond de notre corps, il est inscrit dans la relation à l'autre. Voilà, c'est ce que René Girard appelle la relation mimétique. En d'autres termes, nous désirons quelque chose parce que quelqu'un d'autre le désire. Alors ça, c'est une théorie du désir, évidemment, que René Girard va chercher, non pas dans la philosophie, parce que les philosophes, comme il le dit lui-même, se sont toujours grandement méfiés de la conception de l'imitation. Voilà, ils cherchent l'original, si vous voulez, ils cherchent la chose elle-même et ils se méfient de l'imitation, disons-le comme ça. Mais René Girard est allé chercher ça finalement dans la littérature. Il a beaucoup étudié, il est originairement professeur de lettres, il a beaucoup étudié les grands auteurs, évidemment, et notamment Shakespeare, Cervantes, et voilà, et Dostoïevski et d'autres, enfin voilà. Et donc, il a compris qu'en réalité, la grande littérature servait un petit peu de lanceur d'alerte. Elle nous avertissait de quelque chose qui est que nous désirons toujours ce que les autres désirent, à savoir que le désir est mimétique. Alors ça, c'est une thèse intéressante. Alors essayons de la développer un peu avant de comprendre ce qui l'oppose à Freud. Cette idée veut dire quoi? Eh bien, elle veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'objet désirable en soi. Il n'y a pas, ça c'est ce que René Girard appellera lui-même le mensonge romantique, c'est-à-dire l'idée que tout d'un coup un objet serait désirable en lui-même et qu'en réalité nous mettrions à désirer un objet parce que nous aurions identifié en lui une propriété absolument merveilleuse, sublime, etc., qui nous pousserait, évidemment, qui exercerait sur nous une attraction, et cette attraction serait et se traduirait en nous sous la forme du désir. Eh bien, pour René Girard, il y a là un mensonge romantique, parce que, en réalité, les hommes sont capables de désirer tout et n'importe quoi. Je prends un exemple dans une cour de récréation, voilà, j'ai un objet complètement ridicule ici, voilà, un petit machin pour mettre du blanc. Voilà, cet objet n'intéresse personne, il n'est absolument pas désirable. Maintenant, si je demande à un enfant dans une cour de récréation de courir dans la cour en le brandissant comme un trophée, eh bien évidemment tous les autres enfants derrière vont vouloir s'emparer de cet objet comme si cet objet était devenu quelque chose d'absolument désirable en lui-même. Et on voit bien dans cet exemple qui est assez parlant et je crois assez réaliste, qu'en réalité les objets ne sont pas désirables en eux-mêmes, c'est un mensonge romantique que de le croire, voilà, mais nous désirons toujours à travers un autre, c'est-à-dire par la médiation d'un autre que nous imitons, et en réalité c'est lui, c'est cet autre qui nous désigne un objet comme désirable, en nous disant voilà, moi je désire cet objet, et évidemment nous nous mettons à le désirer à notre tour parce que l'autre nous le désigne. Alors ça c'est évidemment intéressant parce que ça, selon René Girard, c'est évidemment la vérité romanesque, c'est-à-dire la vérité qui surgit des romans et de la grande littérature, et qui va bien évidemment s'opposer au mensonge romantique par lequel nous croyons toujours que les objets portent en soi quelque chose de désirable. Alors, évidemment, à partir du moment où René Girard tient cette théorie, et il y tient vraiment très fort puisque
il la dévoile dans un livre qui a d'ailleurs fait en grande partie son succès, et qu'il avait intitulé « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Voilà, donc René Girard veut nous faire croire qu'en réalité, cette théorie mimétique du désir, c'est le cœur même de la révélation chrétienne d'ailleurs, et que les évangiles tiennent cela à notre disposition, mais que, au titre du mensonge romantique qui nous fait croire que les objets sont désirables, eh bien nous avons toujours méconnu cette vérité romanesque du désir, c'est-à-dire cette dimension triangulaire du désir qui fait que nous imitons toujours quelqu'un dans son désir. Quelqu'un avec qui, évidemment, nous devenons assez vite rival, parce que je deviens le rival de celui qui désire la même chose que moi, puisque la plupart du temps, nous ne pouvons pas être deux à posséder le même objet. Voilà. Donc, une fois qu'on a une théorie comme ça, évidemment, René Girard est embarrassé avec la question de la libido freudienne, parce que cette libido va déclencher, notamment dans la psychanalyse, dans la théorie psychanalytique, va déclencher ce que Freud appelle le complexe d'Oedipe. Alors le complexe d'Oedipe, c'est assez troublant, puisqu'en réalité, Freud nous dit, mais voilà, le problème des enfants, c'est qu'ils connaissent une sexualisation assez précoce, et ils sont dotés d'une libido de façon précoce, et ils pulsionnent, donc ce qui pousse globalement, on connaît le complexe d'Oedipe, le petit garçon a envie de s'approprier sa maman, on ne sait pas jusqu'à quel point d'ailleurs, mais sans doute jusqu'à la relation sexuelle peut-être, et à l'inverse, la petite fille a envie de s'approprier son père. Bon. Ça, c'est embarrassant. Alors, faisons une petite parenthèse, c'est embarrassant en soi, parce que il y a quand même un principe dans la philosophie et dans la science en général, qui est que la nature est bien faite. Or là, il y aurait une espèce de malformation naturelle, une espèce de fatalité abominable qui s'abattrait sur l'humanité dans son ensemble, parce que précisément, qu'est-ce que c'est que cette pulsion sexuelle qui surgit dans un corps d'enfant avant la puberté? C'est-à-dire qu'il semble bien que la nature est réglée à travers la transformation du corps, c'est-à-dire au moment de la puberté, la nature semble avoir réglé le moment où les êtres humains sont capables d'entrer dans une vie sexuelle. Alors, pourquoi donc doter les petits-enfants d'une pulsion sexuelle si leur corps ne leur permet évidemment pas de l'assumer? Enfin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un petit garçon de 3 ans de coucher avec sa maman? Chacun se rend bien compte qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une impossibilité physiologique majeure. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Alors évidemment, néanmoins, les témoignages apportés par les patients eux-mêmes et les innombrables thérapies auxquelles Freud a consacré sa vie semblent bien montrer qu'il y a chez les petits-enfants quelque chose quand même de cet ordre-là, quoi. Il y a bien une attirance pour le parent de sexe opposé et une espèce de répulsion, de violence, d'agressivité pour le parent du même sexe. Donc il y a là quelque chose d'assez trouble, pour employer un mot à la mode aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas un trouble dans le genre, c'est plutôt un trouble dans la vie sexuelle de chaque enfant. Voilà. Alors, évidemment, il faut voir ce qu'il en est. René Girard, de ce point de vue-là, va nous offrir une porte de sortie. Parce qu'en réalité, il va comprendre que l'interprétation du complexe d'Oedipe par Freud est peut-être erronée parce qu'elle convoque quelque chose qui n'est pas raisonnable, c'est-à-dire elle convoque une pulsion sexuelle dans un corps qui n'est pas capable de la vivre et qui n'a pas de raison de la porter en réalité. Alors, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des phénomènes, des manifestations qui peuvent s'interpréter de cette façon-là. Donc il y a deux choses qui sont différentes et à distinguer. Il y a un fait, qui est l'attraction d'un enfant pour le parent de sexe opposé et son agressivité pour le parent de même sexe, ça c'est le complexe d'Oedipe. Donc le complexe d'Oedipe est un fait, ok, acceptons-le, mais en tous les cas l'interprétation théorique, c'est-à-dire l'hypothèse que Freud va formuler pour essayer de rendre compte de ce fait, va évidemment être contestée par René Girard, qui va comprendre, grâce à sa théorie mimétique,
qu'en réalité, il n'y a pas besoin de doter les petits-enfants d'une pulsion sexuelle précoce pour expliquer la formation du complexe d'Oedipe. Donc vous voyez, par rapport même à la critique de Popper, on est là devant la constitution d'une autre hypothèse sur la genèse de l'inconscient, qui est évidemment tout à fait intéressante et qui n'est pas du tout la genèse freudienne. Alors c'est quoi? Eh bien, René Girard va comprendre en réalité, et je crois que c'est dans La violence et le sacré, où il consacre un chapitre à Freud et à la psychanalyse, il va nous expliquer qu'en réalité, l'imitation suffit à expliquer la formation du complexe d'Oedipe, parce que on ordonne en général, et aux petits garçons on commande, on conseille, on recommande au petit garçon d'imiter son père en réalité. C'est-à-dire que quand le petit garçon cherche comment s'habiller, comment enfiler sa chemise, etc., eh bien, on lui dit, fais comme papa. Et on dit à la petite fille, fais comme maman quand elle se brosse les cheveux ou quand elle prend soin de ses ongles ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, en réalité, René Girard va comprendre que puisqu'on donne les mamans comme exemple aux petites filles et les papas comme exemple aux petits garçons, eh bien, le petit garçon va nécessairement imiter son père en toute chose, c'est-à-dire que son père est son modèle. Or, dans la théorie mimétique du désir, lorsque j'imite le désir de quelqu'un, il est évidemment mon modèle, et c'est ensuite que, ne pouvant pas posséder tous les deux la même chose, que mon modèle devient mon rival. Donc, René Girard comprend que le petit garçon à qui on a donné son père pour modèle, eh bien, imite son père jusque dans son désir, c'est-à-dire se met à manifester un désir envers sa mère, désir assez mystérieux, d'ailleurs, il ne faut pas trop l'interpréter ni le surjouer, c'est tout simplement peut-être que le petit garçon voit bien que papa va se coucher dans le lit et dans le même lit avec maman, et donc peut-être, puisqu'il faut qu'il imite son père, il essaie lui-même de venir dans le lit, mais évidemment, quand il essaie de venir dans le lit, papa est déjà là, et donc les problèmes commencent pour lui, parce qu'évidemment, il est vite chassé et invité à retourner dans le sien. Voilà, donc cette condamnation, enfin cet empêchement que son père représente pour pouvoir s'approprier sa mère, est nécessairement et immanquablement déclencher une rivalité entre le petit garçon et le papa, une rivalité qui va se manifester par une agressivité du petit garçon envers son père, et à l'inverse, dans l'autre sens évidemment pour la petite fille, qui elle aussi veut venir dans le lit avec papa, mais maman est déjà là, et évidemment elle est également invitée à retourner dans le sien, ce qui déclenche le même processus, c'est-à-dire la même mutation de l'imitation en rivalité, c'est-à-dire que celui que nous prenons pour modèle devient assez rapidement notre rival. Alors ça c'est intéressant parce que ça rejoint, si vous voulez, en même temps la position de Popper, c'est que d'une certaine façon, voilà une deuxième hypothèse sur la genèse de l'inconscient qui n'est pas plus improbable que celle proposée par Freud, qui est simplement différente et qui a le mérite de ne pas convoquer en tous les cas cette bizarrerie de la nature que serait une pulsion sexuelle qui surgirait dans un corps bien avant la puberté, ce qui aurait tendance à montrer que la nature n'est pas bien faite. Voilà donc cette critique de René Girard. Nietzsche n'est ni médecin comme Freud, ni épistémologue comme Popper, ni paléographe comme René Girard. Nietzsche se définit lui-même comme un philologue, voilà. Même si par ailleurs, longtemps, il se définira aussi comme un psychologue, mais en tous les cas, pas comme un psychanalyste. En tous les cas, il passe pour être l'un des philosophes, l'un des explorateurs de l'âme humaine, qui est connu pour être ce qu'on appelle un psychologue des profondeurs. Voilà, c'est sans doute quelqu'un qui ne s'intéresse pas seulement à notre façon de percevoir le monde comme ça, mais qui descend vraiment dans les profondeurs de l'âme humaine. Ceci dit, on pourrait quand même dire de Nietzsche qu'il est d'une certaine façon un philosophe médecin, même si ce n'est pas l'individu qu'il soigne comme Freud pourra le faire. En réalité, Nietzsche se présente plutôt comme un médecin de la culture. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre peut-être quelle est la maladie dont souffre notre culture et comment nous pourrions éventuellement la traiter, c'est-à-dire comment nous pourrions recouvrer la bonne santé. Voilà. Ce qui fascine Nietzsche, ce qui sera l'œuvre de toute sa vie, c'est bien évidemment la question du nihilisme, c'est-à-dire la question de l'effondrement de toutes les valeurs, la question de l'effondrement, de l'affaiblissement radical de notre volonté qui devient absolument incapable de vouloir et d'affirmer la moindre valeur.
et qui n'aspire finalement plus qu'à mourir ou à jouir de petits plaisirs, ce qui est à peu près la même chose selon lui. Voilà. Et ce qui le fascine, c'est ça. Enfin, que s'est-il passé dans l'histoire de la culture? Que s'est-il passé pour que, en réalité, la belle aurore grecque, c'est-à-dire cette belle affirmation des valeurs qu'a connue le monde grec à travers ce moment absolument singulier, et d'ailleurs assez bref, de l'histoire de la culture, qui est le moment et l'apparition et l'avènement de la tragédie grecque, que Nietzsche saluera évidemment avec beaucoup d'emphase dans son premier grand livre, La naissance de la tragédie. Que s'est-il passé en d'autres termes pour que nous en arrivions, pour que l'histoire parte en réalité de cette aurore grecque, de cet immense moment de la tragédie grecque, tragédie échyllienne d'ailleurs essentiellement, voilà, pour en arriver à la philosophie de Schopenhauer, c'est-à-dire qui appelle l'humanité à sa propre disparition. Eh bien, voilà quelque chose qui est intéressant parce que c'est une maladie, ça. C'est une maladie, c'est une névrose collective, une névrose de la culture. C'est une maladie de l'âme, de la culture européenne, dont évidemment il va falloir essayer d'explorer les raisons. En thérapeute, voilà, il faut descendre dans les profondeurs de cette culture pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, après cette brève introduction sur la pensée de Nietzsche et la façon dont on peut l'utiliser pour en faire un critique pertinent de la pensée freudienne, eh bien je vous propose de lire un petit texte qui est le fameux paragraphe 14 de la première dissertation de la généalogie de la morale. Voilà. Nous allons lire le début de ce paragraphe, de ce paragraphe, et puis nous en parlons tout de suite après. Quelqu'un veut-il plonger un instant le regard dans le secret où se fabriquent les idéaux terrestres? Qui en a le courage? Allons! Ici, l'on a vu, sur cette ténébreuse officine. Plonger le regard dans le secret où se fabriquent les idéaux terrestres, voilà ce à quoi Nietzsche nous invite, enfin voilà même d'ailleurs ce qu'il nous défie de faire. Il y faut un courage que peut-être tout le monde n'a pas, mais en tous les cas ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite que le parallélisme qu'il peut y avoir entre ce texte de Nietzsche et évidemment l'allégorie de la caverne de Platon, qui est l'autre grand texte fondateur de la culture, enfin jusqu'à Nietzsche en tous les cas, c'est-à-dire ce texte qui nous invite à sortir de la caverne pour faire de la philosophie et donc pour aller contempler au dehors la vérité. Il va de soi que Nietzsche nous invite ici à un mouvement radicalement inverse. Il ne s'agit pas de sortir de la caverne pour aller contempler le soleil de la vérité ou pour voir à l'extérieur de la caverne à quoi peuvent ressembler les choses. Il s'agit bien au contraire de descendre au plus profond de la caverne parce que c'est au plus profond de la caverne que se fabriquent les idéaux terrestres. En d'autres termes, les idéaux terrestres ne sont pas de l'ordre de quelque chose qui est éternel et qui est au dehors de la caverne et qui dépend d'un bien éternel qui illuminerait toute chose. Non, non, les idéaux terrestres se fabriquent au plus profond de notre âme, au plus profond de notre esprit. Et visiblement, puisqu'il faut du courage pour aller voir ce qui s'y passe, le moment est assez alarmant. Mais c'est le moment décisif pour évidemment comprendre ce procès de la culture ou cette analyse, cette pathogénèse de la culture dans laquelle Nietzsche va se lancer et qui va évidemment nous immerger, ou en tous les cas nous faire pénétrer immédiatement dans la question de l'inconscient, puisque cette descente au plus profond de nous-mêmes pour aller voir la fabrique des idéaux terrestres, c'est évidemment de l'inconscient dont il est question. Voilà, donc ce n'est pas un inconscient libidinal, mais c'est un inconscient fabricateur, c'est un inconscient qui ressemble étrangement à une usine de production, voilà, là où l'on produit les idéaux les plus formidables de la culture humaine. Donc regardons la suite du texte. Ce sont des murmures, des chuchotements prudents et sournois venant de tous les coins et recoins. On ment, me semble-t-il. Une douceur mielleuse englue chaque son. On veut faire passer la faiblesse pour du mérite.
pas de doute. La première chose à entendre dans ce court texte qui nous invite à descendre dans les profondeurs de notre inconscient, c'est que dans notre inconscient, ça ne parle pas fort, voilà. Donc c'est pas tellement, contrairement à Freud, que notre inconscient n'est pas compréhensible tout de suite, qu'il n'est pas clair en lui-même, c'est qu'il parle doucement, il ne parle pas fort, voilà. Donc c'est déjà une première différence radicale avec l'inconscient freudien qui pulsionne au point que parfois nous ne pouvons pas faire autrement que de commettre des lapsus ou des actes manqués. Non, non, l'inconscient nietzschéen évidemment est beaucoup plus secret, on n'y parle pas fort. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y parle pas fort? Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Pourquoi est-ce qu'on murmure? Eh bien parce que dans l'inconscient, finalement, on y ment. L'inconscient nietzschéen, c'est d'abord une énorme usine à fabrique de mensonges. Voilà, c'est la fabrique du mensonge. Et quelle est la nature de ce mensonge? Eh bien, c'est qu'on tente constamment de faire passer la faiblesse pour du mérite. Alors voilà qui jette tout d'un coup une lumière ou une obscurité plutôt sur nos idéaux terrestres, c'est-à-dire que nos valeurs, quelles qu'elles soient, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, enfin tout ce que vous voudrez qui finit en T, voilà, ce sont nos valeurs, nos idéaux terrestres. Eh bien, ces idéaux terrestres, Nietzsche ne les regarde pas comme des idéaux inscrits dans l'éternité du ciel des idées et dans une droite filiation du bien éternel, tel que Platon aurait pu la penser. Non, non, ces idéaux terrestres sont fabriqués au plus profond de notre inconscient et sont en réalité une tentative quelque peu désespérée de traduire notre faiblesse en mérite. Voilà. En d'autres termes, l'égalité, ce n'est sans doute pas une valeur promue et défendue par des gens qui veulent prendre soin de leurs semblables ou qui renoncent à les écrabouiller ou à les écraser ou à les opprimer ou tout ce que vous voudrez. Non, non, l'égalité, c'est toujours une réclamation qui vient en réalité de ceux qui souffrent d'une domination quelconque et qui veulent s'en affranchir, sauf que ne sachant pas s'en affranchir par la force, ou plutôt ne pouvant pas s'en affranchir par la force, eh bien, ils inventent des stratagèmes pour réussir à prendre l'ascendant sur ceux qui les dominent. Et bien évidemment, cet ascendant, il est pris par les faibles, par la voie de la rationalisation. Comment s'y prennent-ils? Parce qu'il y a quand même un paradoxe là-dedans. Comment les plus faibles peuvent-ils réussir à dominer les plus forts? Eh bien, les plus faibles y parviennent en faisant douter les plus forts de leur force elle-même. Enfin voilà, les plus forts se mettent à douter. Et pourquoi se mettent-ils à douter? Eh bien parce que les plus faibles les interrogent et leur demandent de rendre justice ou de justifier leur domination au tribunal de la raison. Voilà, il faut que le fort réussisse à argumenter suffisamment clairement pour pouvoir légitimer qu'il exerce une domination sur le plus faible. Évidemment, le plus fort, ce n'est pas qu'il est plus bête que les autres, mais le plus fort a en général du mal à justifier sa domination sur les autres, et donc il y échoue, et comme il y échoue en général, eh bien, il finit par douter d'être légitime dans l'exercice de sa force. Voilà le stratagème éternel, finalement, par lequel les faibles essaient de renverser la domination pour essayer de prendre eux-mêmes l'ascendant sur les plus forts. Et je crois que l'actualité aujourd'hui nous permet d'en prendre conscience tous les jours. Il y a des tentatives tous les jours pour essayer de renverser une domination peut-être légitime, et puis de la faire douter d'elle-même pour prendre l'ascendant sur elle. Je crois que notre culture et notre société en sont continuellement les exemples. Maintenant, ce trouble, enfin, cette obscurité jetée sur nos idéaux terrestres, quel rapport avec l'inconscient freudien, et comment peut-on dire que ce dévoilement de l'inconscient nietzschéen peut se poser en critique de l'inconscient freudien? Eh bien, je crois en quelque chose qui est paradoxal, mais qui est absolument lumineux, me semble-t-il, c'est que l'inconscient freudien va être présenté comme ce qui anéantit toute espèce de morale. Voilà. Puisque Freud le dit lui-même, l'hypothèse de l'inconscient équivaut au troisième camouflet qui est imposé à l'humanité, voilà, le premier ayant été imposé par Copernic, voilà, c'est-à-dire par le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, l'homme découvrant tout d'un coup
qu'il n'habite pas le centre du monde, première humiliation, voilà, il se retrouve expédié dans la banlieue de l'univers, voilà, là, très loin du centre du pouvoir, parce que le pouvoir est toujours au centre, voilà. Le deuxième, c'est Darwin. Voilà, l'homme s'imaginait descendre des dieux ou être le fils ou l'image légitime des dieux, et il découvre qu'il est en réalité le descendant des grands primates. Voilà, ce qui n'est quand même pas une promotion. Ne l'oublions pas. Voilà, passer de fils de Dieu à fils de singe, c'est pas nécessairement voilà une ascension sociale, on va le dire comme ça. Et troisième camouflet, c'est bien évidemment l'hypothèse de l'inconscient, dont Freud nous dit qu'elle nous dépossède radicalement de notre volonté, de notre liberté, elle anéantit clairement toute morale, puisqu'en réalité, nous ne sommes plus du tout les maîtres en notre demeure, comme le dit Freud, donc ce n'est plus nous tellement qui décidons de notre comportement, mais comme il le dit quelque part, le pauvre moi est opprimé par trois maîtres absolument tyranniques, et ils n'arrivent pas à équilibrer leurs exigences, c'est-à-dire le monde extérieur, le ça et le surmoi. Voilà, donc l'homme se retrouve globalement coincé entre le ça, c'est-à-dire ce qui en lui pulsionne, et le surmoi qui lui interdit de vivre ses pulsions, et le pauvre moi essaie de survivre dans ces impératifs contradictoires, et il ne s'en sort pas. Donc l'inconscient freudien est une hypothèse qui anéantit toute espèce de morale. Or, ce qui est extrêmement intéressant dans cet inconscient nietzschéen, c'est qu'en réalité, cet inconscient nietzschéen devient plutôt le fondateur de la morale. C'est-à-dire que ce renversement de notre faiblesse en mérite se défend toujours et se justifie toujours aux yeux de la morale. La convocation de la force au tribunal de la raison, la demande adressée aux forts par les faibles pour qu'ils se justifient devant le tribunal de la raison, c'est évidemment une justification morale. Et le plus grand mensonge évidemment de l'inconscient nietzschéen, c'est d'avoir inventé la morale, c'est-à-dire d'avoir inventé cette idée qu'il y aurait en réalité, dans le ciel des idées, des valeurs éternelles auxquelles l'homme devrait se conformer pour se plier à une loi du cosmos ou à une filiation divine, ou peu importe. Donc Nietzsche, de ce point de vue-là, est assez d'accord avec Freud. Il n'y a pas de filiation divine à chercher chez l'homme, mais là où il s'oppose frontalement à Freud, c'est qu'en réalité, là où Freud voit l'inconscient comme ce qui détruit la morale, eh bien, au contraire, Nietzsche voit l'inconscient comme ce qui fonde et ce qui déploie et ce qui développe la morale. En d'autres termes, notre monde aujourd'hui extrêmement moralisateur, qui condamne tout, qui interdit tout, qui essaie de prendre soin de chacun, qui fait attention à ne violenter personne, comme si finalement il n'était pas légitime parfois de rappeler à quelqu'un qu'il exagère. Eh bien, ce monde qui fait passer toute cette précaution, cette soi-disant précaution envers nos semblables pour de la vertu, est en réalité un monde travaillé, très, très dangereusement travaillé par cet inconscient nietzschéen qui nous invite à moraliser absolument tout exercice de la force, y compris l'exercice intellectuel d'ailleurs. C'est quand même une force comme une autre aussi. Voilà, à chaque fois qu'on a et qu'on croit avoir des idées, finalement, on finit par s'interdire d'en avoir parce qu'on se dit qu'elle pourrait éventuellement blesser quelqu'un. Eh bien, je crois que cette moralisation ambiante dans laquelle nous vivons est la parfaite illustration de ce que Nietzsche essaie de nous expliquer, à savoir que dans le tréfonds de l'âme humaine, dans ses profondeurs inconscientes, eh bien, se fabriquent des idéaux, et les idéaux d'aujourd'hui n'échappent pas à cette règle, et cette fabrique des idéaux s'appuie sur le mensonge, et elle travestit évidemment notre faiblesse en mérite, c'est-à-dire en valeur morale. Donc là où Freud pensait que l'inconscient était destructeur de la morale, eh bien Nietzsche le voit comme le grand fabricateur de la morale. Je crois qu'il y a là une différence fondamentale que Nietzsche n'aurait pas manqué d'adresser à Freud si évidemment il avait eu l'opportunité de le lire.